Rebonjour à tous. On passe donc au cancer du sein. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Barbara Pistilli et Suzette Delaloge, nos deux chefs de comité, actuels et ex, et surtout copines. Et on va commencer peut-être avec toi, Suzette, pour les formes localisées, c'est ça ? Bien volontiers. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Et donc là aussi, on avait une plénière, mais je vais la garder pour la fin. On va regarder ce qu'il y avait d'autre avant. Ah ouais, c'est mieux avec la... Voilà, donc cancer du sein localisé, on va segmenter en cancer HER2 positif, lumineux et triple négatif. Dans les HER2 positifs, il n'y avait pas énormément de choses. Il y avait cette petite question de peut-on utiliser un ciblage HER2 sans chimiothérapie ? En fait, on pourrait peut-être dans le futur, mais pas pour l'instant, pas avec les données disponibles. Parce que si vous regardez dans cette étude ADAPT HER2, on a quand même des taux de réponse complète histologique qui sont infiniment moindres qu'avec une chimiothérapie. Et même en termes d'événements, même si ce n'est pas significatif, ce n'était pas une très grosse étude, on voit que les courbes décrochent un petit peu. Aujourd'hui, ça ne peut pas être un standard, sauf en cas de contre-indication majeure à la chimiothérapie, de faire même un double blocage anti-HER2 en néoadjuvant. Donc on garde la chimio dans les HER2, ça reste un standard de faire de la chimiothérapie. On passe directement au cancer, récepteur hormonopositif HER2 négatif. Grande question, faut-il donner un anti-CDK en adjuvant en plus du traitement standard ? Donc ça a été l'objet de 3 essais pivotaux qui ont été publiés l'année dernière. Et là, on avait des nouvelles sous-études de ces études, dont 2 étaient négatives. Donc l'étude Pallas avec le Palbo en adjuvant dans une population à haut risque. L'étude Pénélope B qui était avec le Palbo en adjuvant post-néoadjuvant en l'absence de réponse complète. Et une étude était positive, l'étude Monarch I, avec l'abemaciclib en adjuvant dans une population à encore plus haut risque, avec un petit bénéfice en survie sans rechute infiltrante, très précoce, on est à 2 ans et demi. Il y a une étude en attente qui est Nathalie. Et donc là, on avait de la recherche de sous-groupes exploratoires dans des posters discussions. Et en fait, il n'y a pas, j'ai pas mis de diapo, il n'y a pas de données nouvelles originales. Et globalement, on n'arrive pas à identifier un sous-groupe qui bénéficierait réellement, que ce soit luminal B ou stratifié en fonction d'un profil génomique, etc. Donc pour l'instant, on reste avec ces données qui font qu'il n'y a pas d'autorisation aujourd'hui à prescrire un anti-CDK, il n'y a pas d'AMM en adjuvant. Deuxième question qui tourne en rond depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans. À qui on doit ou on peut prolonger l'hormonothérapie ? Là aussi, des réanalyses, plusieurs réanalyses d'études. J'en ai mis qu'une et globalement, dans l'étude B42, donc qui randomisait au-delà de 5 ans d'anti-aromatase continuée pour 50 plus, l'étude était très légèrement positive sur la survie sans rechute. Globalement, on avait pas mal de données pour dire que le Breast Cancer Index dans 3 autres études était pronostic au-delà de 5 ans. Les Américains commençaient à l'utiliser, pas en France, mais pas prédictif du bénéfice de l'hormonothérapie. Et donc, c'est ce qu'on observe ici dans B42. Le Breast Cancer Index reste pronostic, mais il ne prédit pas du tout le bénéfice, puisqu'en fait, il y a plus de bénéfices, ou en tout cas le bénéfice pratiquement identique, que le Breast Cancer Index soit haut ou bas. Donc ça n'a pas de sens de l'utiliser pour prolonger l'hormonothérapie. Ça veut juste dire que quand on a un Breast Cancer Index bas, on a une tumeur très hormonosensible, donc on gagne encore quelques événements en rechute locale. Dans les cancers triple négatifs, grande question également actuellement, indication bien sûr des anti-PD1, PD-L1. Et donc là, on n'a pas de nouvelle étude. En néoadjuvant, quand même, les choses se rapprochent. On a 4 études, Guépard-Nuevo, l'étude Néotrip, la Keynote 522 et Impassion 031, avec des bénéfices, vous voyez, très différents. Donc ça, ce ne sont pas des nouvelles données, c'était une discussion. Des bénéfices très différents à l'adjonction, en plus de la chimio standard, d'un anti-PD1 ou PDL1, qui varie de 2,7% avec le Napacli-Carbo plus ou moins atézo, jusqu'à du 16% dans Impassion 031. Donc,
on ne comprend pas très bien, ça a l'air assez hétérogène. Et les premières données ici dans cette petite étude allemande Guépard-Nuevo avec l'adjonction du durvalumab, les premières données donc on avait une petite différence en PSCR, mais surtout là on est de premières données qui évoquent un plateau qui serait plus haut, donc un effet tel qu'on l'attendrait d'une immunothérapie dans des cancers triple négatifs, un plateau à moyen terme qui serait meilleur en IDFS, etc. C'est très préliminaire et globalement, on n'a pas de possibilité d'utiliser encore en routine ces anti-PD1 ou PDL. Là, les effectifs sont ceux d'une phase 2 randomisée, donc effectivement, il faut qu'on soit méfiant, ou faire attention. Sur les 3 premières études que tu nous as présentées, c'était également du même ordre. J'ai pas vu les effectifs. En fait, on a Keynote 522 qui est une grosse étude. Et Impassion 031 qui a des effectifs assez importants également. Les autres sont plus des études exploratoires. La plus grosse, c'est Keynote 522 qui est quand même assez positive, mais elle avait un co-primary de EFS, donc on attend l'EFS pour avoir un dépôt d'AMM avec le Pimbro dans la Keynote 522. Guépard-Nuevo, c'était une étude très exploratoire avec le Durva. Donc grosso modo, les 2 plus grosses études, plus celles qui viennent d'être montrées à l'ASCO, vont dans le bon sens, très clairement. Voilà. Et là, en fait, on est sur les premières données de FS. C'est préliminaire, mais quand même, c'est exactement ce qu'on attend. Ce plateau, c'est ce qu'on pense. Guérir plus de personnes, c'est ce qu'on attendrait d'une immunothérapie. Il y a d'autres études en cours, etc. Donc, indication des anti-PD1, PDL1 encore à affiner. Les résultats sont hétérogènes, mais quand même, il y a des choses prometteurs. Et voilà, on suggère peut-être l'arrivée d'un plateau. Il faut attendre encore un petit peu. Deuxième question, post-néoadjuvant sans réponse complète histologique. Est-ce que la capecitabine reste le standard dans les triples négatifs ? Donc ça repose sur une seule étude, CRATE-X, qui est une étude asiatique qui montrait un bénéfice en survie sans rechute et en survie globale, avec 14% d'amélioration brute de la DFS et 8,5% de la survie globale. Et en fait, cette étude américaine a comparé capecitabine et carbo. En fait, il y avait un 3e bras qui était un bras sans traitement adjuvant qui a été arrêté précocement à cause de CRATE-X. Et en fait, dans cette étude, du coup, il n'y avait plus que 2 bras, capé et carbo, chez des patientes qui ont un cancer triple négatif non en réponse complète histologique. Et l'étude a été arrêtée pour futilité. Et comme on voit là, en fait, il n'y a aucune différence entre capecitabine et platine, avec, en termes de tolérance, bien sûr, quelque chose qui est en faveur du bras capecitabine. Et surtout, en fait, on a des courbes de survie qui sont bien moins bonnes que celles qu'on avait dans CRATE-X. C'est vraiment pas terrible. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des femmes qu'on a sélectionnées pour être de pronostic assez défavorable. Et ce qu'on voit à droite, c'est que peut-être le bénéfice serait dans les cancers non basales, c'est-à-dire les cancers de type apocrine, RA positif, etc. Dans les basales, on n'a pas l'impression que le Xeloda soit extrêmement efficace. Donc pour l'instant, ça ne change pas le standard qui est en non-PCR. On donne de la capecitabine en adjuvant qui repose sur CRATE-X. Donc ça reste un standard, mais le besoin médical est majeur. Ces cancers triple négatifs sont ceux qui deviennent des cancers malheureusement en phase métastatique très agressifs. Et l'effet est probablement faible dans les cancers basaux. Dernière chose, c'était le gros scoop de l'ASCO. En fait, y a-t-il un bénéfice d'un inhibiteur de PARP en adjuvant ? Et là, on est dans une niche, mais quand même une niche très importante, c'est la présence d'une mutation germinale BRCA1, BRCA2. Donc on est à la fois cancer triple nég et à la fois RH+, R2-. Alors, une petite info quand même sur le talazoparib. Il y a une étude en néoadjuvant, c'est la 2e, qui démontre des taux de réponse complète histologique en monothérapie avec un anti-PARP qui sont vraiment intéressants, mais on reste à 45-47%, ce qui est moins bien qu'une chimiothérapie. Donc dans des cancers triple négatifs, potentiellement une perte de chance. Donc pour l'instant, un anti-PARP en monothérapie n'est en aucun cas un standard possible dans des cancers triple négatifs. Et donc on attaque notre scoop, l'étude Olympia, à laquelle on a assez largement participé en France. Olympia, c'est des femmes qui avaient un cancer triple négatif agressif, non en réponse complète histologique, ou alors plus de 2 cm ou N+. Et après, il y a un groupe qui a été ajouté un petit peu plus tardivement, qui étaient des femmes avec des cancers récepteurs hormonopositifs agressifs, plus de 4N+, ou alors une grosse maladie résiduelle post-chimio. Donc elles avaient toutes un traitement standard.
et elles étaient randomisées en plus pour l'adjonction soit d'olaparib 300 x 2 par jour pendant 1 an, soit d'un placebo. Le endpoint principal, c'était la survie sans rechute infiltrante. Voilà. Puis il y a plein de endpoints secondaires comme on imagine. Donc si on regarde la population, c'est des femmes très jeunes, 42-43 ans d'âge médian. On a 70% de BRCA1, parce que c'est surtout des triple neg au départ. Et si on regarde, donc on a 80% de triple neg. Ensuite, on a ajouté des femmes avec des cancers récepteurs hormonopositifs. On a moitié adjuvant, moitié néoadjuvant. Et elles ont été globalement traitées avec les bons standards actuels. Et celles qui avaient des cancers RH+, avaient en même temps l'hormonothérapie. Et voilà ce que ça donne, en fait. On est à 3 ans. Et on a en IDFS un bénéfice très clair. On a une diminution de 42% du risque de rechute ou de décès, un hazard ratio à 0,58. C'est quand même assez bon. C'est l'équivalent de ce qu'on a observé il y a 15 ans avec l'herceptine quand elle est arrivée en adjuvant, ou ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps avec le Kadcyla, mais on ne rencontre pas ça très souvent. Ça fait un bénéfice brut à 3 ans de 8,8%. C'est quand même assez remarquable en adjuvant. Si on regarde les premiers événements, sont essentiellement des rechutes métastatiques. Donc gros bénéfices sur les rechutes métastatiques, mais pas que. Globalement, le bénéfice est le même sur les rechutes locales, contralatérales et bien sûr sur les nouveaux cancers. On est dans du BRCA1, BRCA2. Voilà. En survie sans métastase, exactement le même bénéfice. Un hazard ratio à 0,57, ça nous fait 7% en bénéfice brut de métastases évitées à 3 ans. C'est quand même assez génial. On passe de 80 à 87% de survie sans métastase. C'est vraiment bien. Et en survie globale, on n'est pas significatif malgré le petit p à 0,02, mais hazard ratio à 0,68, on a déjà 3,7% de bénéfice brut. Il est fort à parier que ça sera positif également en survie globale, donc c'est quand même assez remarquable. Voilà. Évidemment, il y a un peu plus d'effets secondaires, mais comme vous savez, c'est avec de l'olaparib, donc c'est surtout le premier mois, pas mal de troubles digestifs, fatigue, céphalée. Et après, on a essentiellement des anémies, enfin des problèmes hématologiques qui sont quand même assez gérables. Et donc, les patientes vont globalement continuer leur traitement de façon majeure tout le long de l'année. Et surtout, on n'a pas d'hémopathie secondaire, ce qui est une question majeure avec les antipares. Probablement, ça a duré d'1 an et une durée relativement optimale. Voilà. Et dernière chose incroyable, en qualité de vie globale, il n'y a pas de différence entre les deux bras, aucune différence en qualité de vie globale. Donc en conclusion, un bénéfice vraiment important sur le risque de rechute invasive ou décès et le risque métastatique. On est chez des femmes uniquement mutées en germinal. Amélioration de la survie globale, mais elle n'est pas encore significative. La tox est acceptable, et ainsi que l'effet sur la qualité de vie par rapport aux bénéfices. Je pense que c'est quelque chose de positif. Et l'effet est comparable à ce qu'on n'a pas vu pas vu très souvent dans les 20 dernières années. Donc globalement, on attend tous que ça change le standard demain, mais il faut attendre une extension d'AMM ou en tout cas une autorisation des autorités de santé pour pouvoir prescrire rapidement, avec des grosses implications pour les testings génétiques, bien sûr. Voilà. Pendant que Barbara se prépare pour nous parler en 5 minutes à peine des formes métastatiques, juste une question, est-ce qu'on espère avoir une ATU pour cette indication qui paraît évidente et Alors, il y a une demande qui est de dépôt d'ATU et d'accès précoce en même temps que la demande de remboursement, comme ça se fait maintenant, qui va être déposée très rapidement. Ok, merci bien. Barbara. Merci, je peux rester dans les 5 minutes en fait. Donc, les premières données concernant les cancers lumineux, il y a eu la présentation de l'update sur le long terme, sur un plus long follow-up de 2 études que nous connaissons déjà très bien, qui sont Paloma 3 et Mona Lisa 3. Paloma 3, palbociclib plus fulvestrant et Mona Lisa 3, ribociclib plus fulvestrant chez des patients avec un cancer du sang métastatique RH positif. J'ai juste reporté quelles sont les différences principales en termes de populations incluses. Il faut dire que dans Paloma 3, c'est une population un petit peu plus lourdement prétraitée qui peut avoir reçu une chimiothérapie pour la maladie métastatique. Quelles sont les données de cet update? En fait, on connaissait déjà l'analyse finale qui était faite pour Paloma 3 à 44 mois. Et on voit que cette analyse qui était réalisée à 63 mois de follow-up démontre exactement les mêmes résultats, donc les mêmes différences en termes de survie globale.
Et la donnée que je pense que ça pourrait être considéré comme intéressant pour les cliniciens, c'est le fait que les patients qui avaient reçu une chimiothérapie pour un cancer du sein métastatique RH positif ne semblent pas dériver un bénéfice de l'ajout du palbociclib à l'hormonothérapie. Pour ce qui concerne l'étude Mona Lisa 3, c'est un petit peu les mêmes travaux, un petit peu les mêmes exercices. Ils ont regardé les données de survie globale à 56 mois. L'analyse finale a été faite à 40 mois. Et on peut voir qu'il y a toujours une différence d'un an, de 12 mois, en termes de survie globale entre les bras traités avec ribociclib et ceux-là qui a reçu seulement les fulvestrant. Quelle est la donnée intéressante par rapport à cette analyse de l'étude Mona Lisa 3? Qu'on voit que ces bénéfices, nous les retrouvons aussi bien dans les patients qui sont endocrino-résistants et endocrino-sensibles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme message par rapport à ces deux analyses? D'abord, qui sont deux analyses exploratoires, et c'est comme ça qu'il faut les interpréter, qu'il n'y a pas de signal d'effets secondaires différents par rapport à ceux-là qu'on connaissait déjà, et que ces bénéfices de l'ajout des CDK4/6 inhibiteurs à l'hormonothérapie, nous les retrouvons dans les sous-types, dans tous les sous-groupes, et donc il n'y a pas encore de biomarqueurs spécifiques, et que peut-être dans la pratique clinique quotidienne, la différente hormonosensibilité des patients pourrait éventuellement faire réfléchir par rapport à la choix du traitement. Et juste pour curiosité, il y a eu aussi la présentation d'un nouveau CDK4/6 inhibiteur à production chinoise, qui est le dalpiciclib, qui donne un petit peu les mêmes efficacités, les mêmes profils d'efficacité et de tolérance des CDK4/6 inhibiteurs que nous avons déjà, les mêmes résultats que nous avons vus dans Paloma 3 et dans une population totalement similaire. Et ça semble que les Chinois n'ont pas eu accès aux CDK4/6 inhibiteurs qu'en 2019. Pour ce qui concerne les cancers du sang HR2 positif, encore une étude chinoise qui cherche de répondre à une question qui souvent on se pose dans la pratique clinique, surtout face à des patients qui sont un petit peu plus fragiles. C'est-à-dire, patients avec un cancer du sang HR2 positif et RH positif, est-ce que serait légitime de proposer plutôt un anti-HR2 en combinaison avec l'hormonothérapie à la place de la chimiothérapie? Donc, c'est une étude avec un design de non-infériorité. L'étude a démontré cette non-infériorité, mais je voudrais faire quelques considérations assez rapides. Les 64% des patients avaient moins de 2 métastases. Et il y avait un intervalle libre qui était supérieur à 24 mois dans la plupart des patients, donc quand même dans la moitié. Et ce traitement ne peut pas être considéré comme optimal en première ligne parce que nous savons bien par rapport aux données de l'étude Cléopâtre qu'au moins en première ligne, nous avons le droit de donner aussi les pertuzumab. Et dans l'étude Cléopâtre, je l'ai reporté dans cette slide, on voit bien que les bénéfices de l'ajout du pertuzumab, nous les retrouvons bien même chez les patients RH positifs. Donc peut-être une considération et une option qu'on peut prendre pour les patients qui sont un petit peu plus fragiles et qui ne peuvent pas recevoir une chimiothérapie. Et finalement, dans les cancers du sang triple négatif, en fait, il y a des données plutôt intéressantes de cette étude, encore une fois une étude chinoise. C'est une étude Umbrella dans laquelle ils sont en train d'inclure des patients atteints d'un cancer du sang triple négatif en première ligne avec des différents traitements en fonction du sous-type moléculaire de la tumeur. Ce qu'on a vu dans ces sous-types que l'immunomodulatoire, c'était que la combinaison d'un antipidien avec de la chimiothérapie à base des taxanes donnait un taux de réponse qui était autour de 50%. Et donc la question qu'ils se sont posée était est-ce que rajouter un anti-VEGF peut augmenter les CD8, donc augmenter les taux de réponse? Et en fait, ils ont testé cette combinaison à 3 médicaments, un anti-VEGF, un immunocheckpoint inhibitor avec du nab-paclitaxel, patient avec un cancer du sang triple négatif sous-type immunomodulatoire, et on peut voir qu'il y a un taux de réponse de 80%. C'est plutôt intéressant, bien sûr, c'est une petite étude de phase 1B et pour lesquelles les données doivent être bien sûr validées sur une cohorte plus large. Et totalement cohérente avec ces résultats, c'est une analyse exploratoire qui a été faite de l'étude d'Impatient 130. Juste pour petit rappel, c'est une étude qui a combiné la tesolizumab avec les nab-paclitaxel première ligne, cancer du sang triple négatif, tous les sous-types confondus.
Et ils ont regardé si en fait l'analyse du tumor microenvironment pouvait justifier les différentes réponses des patients à ces médicaments, à cette combinaison, atezolizumab plus nab-paclitaxel. Et surtout, c'est la présence d'un CD8 positif peut avoir un impact sur la réponse. Et en fait, il y a une différence pour les patients qui sont CD8 positifs en termes de progression-free survival. Donc, c'est les sous-groupes qui semblent dériver les plus des bénéfices de l'immunothérapie avec l'atezolizumab. Et totalement intéressant et totalement en ligne avec l'étude que je viens de présenter, ça semble que bloquer l'angiogénèse, ça pourrait avoir une valeur pour augmenter la réponse à l'immunothérapie. Et voilà, je suis pile dans les temps. Bravo, bravo toutes les deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'une ou l'autre de ces présentations? N'hésitez pas. Avec quand même quelques bonnes nouvelles. Non, c'est bon? Bon, on se retrouve du coup dans quelques minutes pour les tumeurs digestives. Et donc, un grand merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci bien.